Donc Florence Thibault, qui est professeure de psychiatrie au Centre hospitalier universitaire de Cochin, Centre psychiatrie et neurosciences, qui est présidente honoraire, alors je vais épargner tout le monde de mon accent en anglais, WFSBP, donc la Fédération mondiale of the Society of Biological Psychiatry, et présidente de l'IAMH. Bonjour. Tout d'abord, je voulais féliciter, je ne sais pas si vous m'entendez bien, parce que j'ai une espèce de retour, c'est curieux. Tout d'abord, je voulais féliciter le comité d'organisation pour l'énorme travail qu'ils ont fourni pour préparer cette audition publique. C'est vraiment très très bien et je crois qu'on peut les applaudir pour le travail qu'ils ont fait. Ensuite, je voulais me dire que je me réjouis du nombre de jeunes psychiatres, psychologues et autres personnes impliquées dans les dispositifs qui s'intéressent aujourd'hui aux auteurs de violences sexuelles. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, on était peu nombreux et les gens avaient tendance à considérer que c'était un sujet un peu difficile. Et là, je vois que les gens prennent ça vraiment de façon extrêmement positive, intéressante. Et je suis vraiment ravie de cette évolution. Alors, je vais essayer de résumer en 10 minutes la littérature internationale et puis j'y ai ajouté un petit peu de mon expérience professionnelle puisque ça fait à peu près 30 ans que je m'occupe de délinquance sexuelle assez, on va dire, compliquée. C'est-à-dire qu'on m'envoie en général les gens les plus difficiles. Donc, je vais d'abord parler de l'évaluation, ensuite des principes de prise en charge, modalités de prescription, l'efficacité, la durée, etc. Enfin, vous verrez, le plan est répété au fur et à mesure des diapositives successives. Donc, premièrement, l'évaluation d'un auteur de violences sexuelles. Alors, vous avez choisi d'aborder le sujet par la fenêtre judiciaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand nous, soignants, on voit arriver un auteur de violences sexuelles. Alors, il n'y a pas de correspondance entre ce que vous pensez de la justice et ce que nous, on interprète comme étant potentiellement quelqu'un qui peut entrer dans le champ de la psychiatrie. Alors, on commence par détricoter un petit peu les choses et on se dit, on va d'abord regarder ce qu'il a commis comme délit sexuel, donc on reste au niveau judiciaire, avec, donc, est-ce que c'est un viol, un attouchement, est-ce que c'est commis sur un adulte, sur un enfant, est-ce que c'est un inceste ou pas. Ensuite, est-ce qu'il est exhibitionniste? Parce que le seul terme où les juristes, ou les juges, enfin le milieu judiciaire et les psychiatres s'entendent, c'est exhibitionniste parce qu'on a le même terme des deux côtés. Donc là, c'est relativement facile quand il n'y a que ça. Et ensuite, est-ce qu'il y a de la violence non sexuelle? Parce que pour nous, ça va donner des éléments d'orientation. Alors ensuite, on aboutit à est-ce qu'il y a ou pas un trouble paraphilique, qu'on appelait autrefois les perversions sexuelles. Est-ce qu'il y a ou pas une comorbidité psychiatrique? C'est important parce qu'il y a une prise en charge spécifique. Est-ce qu'il y a ou pas un trouble de personnalité? Parce que là aussi, ça va appeler une prise en charge spécifique. Ensuite, dans la continuation de l'évaluation de l'auteur de violences sexuelles, donc s'il y a une comorbidité psychiatrique, ça va déclencher des réflexes un peu différents, c'est-à-dire qu'on va utiliser une psychothérapie et éventuellement associer un traitement pharmacologique si on est en face d'un patient qui a un trouble bipolaire ou qui a une addiction ou qui a un trouble schizophrénique. Et puis, s'il y a un trouble de personnalité, ça va déclencher une prise en charge de type psychothérapeutique au sens large du terme. Si maintenant, il y a un trouble paraphilique, donc on va interroger le sujet lui-même, âge, sexe, les contacts avec des enfants, s'il est marié, non marié. Le type de sa paraphilie, le nombre, parce qu'elles sont souvent associées, l'âge, le sexe des victimes, est-ce que c'est exclusif ou non? Ça va être aussi un élément important dans la détermination du traitement, puisque vous savez que certains d'entre eux ont des effets secondaires importants sur la sexualité. Familiale, non familiale, inceste ou pas inceste, l'âge de début, qui va être aussi un élément à prendre en compte dans la sévérité, et puis ensuite, tout un tas d'éléments qui vont être intéressants pour les thérapeutes. Est-ce qu'il y a du déni? Quelle est sa motivation? Est-ce qu'il y a de la violence? Est-ce qu'il est impulsif? Est-ce qu'il utilise la pornographie? Est-ce qu'il est hypersexuel? Est-ce qu'il a un retard mental, une lésion cérébrale, en plus ou associé à sa comorbidité psychiatrique? Est-ce qu'il a lui-même été victime d'abus sexuels? Et j'y reviendrai tout à l'heure. Est-ce qu'il a eu des antécédents judiciaires? Puisqu'on a vu que c'était un élément crucial dans les facteurs de récidive. Et est-ce qu'il a déjà été traité antérieurement par la paraphilie? Si oui, comment? Avec quelle observance? Pour orienter les prescriptions éventuellement. Et puis, avec tout ça, on va évaluer son risque de récidive. Et là, des échelles vont pouvoir être utiles, les échelles dont vous ont parlé Madame Moulier et Monsieur Femme antérieurement. Alors, un tableau un peu plus compliqué sur la prise en charge des paraphiles, les indications d'un traitement pharmacologique, puisque c'est mon propos, les thérapies psychologiques vont être abordées cet après-midi. Alors, il y a toutes sortes de paraphilies qui ne nécessitent pas de prise en charge
au titre des auteurs de violences sexuelles. Ce n'est pas parce qu'on est paraphile, EST, qu'on va forcément être auteur de violences sexuelles. On peut être frotteuriste, on n'est pas forcément auteur d'une violence sexuelle qui va attirer l'attention de la justice. On peut être voyeuriste, on peut être masochiste et pratiquer ça dans l'intimité. On peut être transvestiste, fétichiste ou d'autres paraphilies qui ne conduisent pas forcément, et même dans la plupart des cas, ne conduisent pas à des violences sexuelles. Si on est exhibitionniste, là, on va entrer dans l'indication. Alors, tout d'abord, la psychothérapie, avec une préférence pour les thérapies cognitivo-comportementales quand c'est un auteur de violences sexuelles et qui a une paraphilie dans ces cadres-là, c'est-à-dire exhibitionnisme, pédophilie, sadisme sexuel. Et c'est à ce moment-là qu'on va attirer l'attention du thérapeute sur les antécédents d'abus sexuels. Et il est crucial de traiter à la fois l'agresseur sexuel dans sa paraphilie, mais aussi dans sa dimension d'antécédents potentiels d'abus sexuels, parce que ça joue un rôle dans le fait qu'il soit devenu paraphile. 40% des délinquants sexuels, par exemple des pédophiles, ont subi une agression sexuelle qui vont rejouer de manière plus ou moins claire au travers de leur pédophilie. Donc, si le sujet est exhibitionniste, première prise en charge, la psychothérapie, si possible TCC. Dans la plupart des cas, ça peut suffire. Si ça ne suffit pas, on peut avoir recours aux antidépresseurs sérotoninergiques qui vont, à cause de leurs effets secondaires principaux qui sont de diminuer la sexualité, avoir une efficacité à des doses qui sont proches de celles qu'on utilise dans les troubles obsessionnels compulsifs, c'est-à-dire plus que dans la dépression. Il n'y a pas d'autorisation de mise sur le marché dans cette indication et je ne pense pas que les laboratoires tiennent plus que ça à ce qu'on ait le libellé sur la fiche qui, par ailleurs, mentionne anxiété, dépression, etc., des choses qui sont vécues beaucoup plus positivement. Maintenant, si on est pédophile, alors il y a des catégories de pédophiles, alors on appelle ça souvent hands-on ou hands-off, donc avec un risque peu élevé ou plus élevé de violence sexuelle, dans lequel j'aurais tendance à mettre plutôt ceux qui se contentent de regarder de la cyberpornographie sans avoir de passage à l'acte via Internet, parce qu'on commence à voir aussi ce type de pédophile qui passe à l'acte uniquement via Internet, mais qui passe à l'acte sur un adolescent. Et donc là, on va pouvoir recourir aux inhibiteurs de capture de la sérotonine ou éventuellement aux anti-androgènes. Et donc l'acétate de cyprotérone, il a l'autorisation de mise sur le marché uniquement dans sa forme 100 mg. On va l'utiliser entre 100 et 200 mg. On n'a que la forme Peros en France, donc l'observance peut être erratique et elle est souvent problématique chez ce type de patient. Maintenant, quand le risque de passage à l'acte est important, c'est-à-dire qu'on sait que le pédophile a déjà commis plusieurs actes, il a envie de recommencer et il est pédophile exclusif, on va utiliser des analogues de la GnRH. Il y a une autorisation de mise sur le marché pour la triptoréline dans sa forme 3 mois qu'on appelle le Salvacil. Alors vous imaginez que ça va stigmatiser les patients, puisqu'il y a un nom spécial pour le même produit pour le cancer de la prostate et un nom particulier pour ceux qui sont déviants sexuels. Donc quand il va chez le pharmacien, c'est toujours un peu compliqué pour lui. On utilise souvent l'androcure pour éviter l'effet de flare-up en début de traitement, c'est-à-dire l'augmentation, enfin pour différentes raisons. Si vous êtes intéressé, tout ça c'est détaillé dans le rapport. Si ça ne suffit pas, on peut encore ajouter des inhibiteurs de capteur de sérotonine ou de l'androcure, ce qu'on fait parfois aux analogues de la GnRH. Alors, les modalités de prescription et la surveillance du traitement. Donc là, je vous renvoie à mon rapport. Pour l'IRS, donc c'est comme chaque fois qu'on utilise les IRS, et on surveille évidemment le patient paraphile, ses fantasmes, etc., qui vont contribuer à la récidive, mais ce n'est pas le facteur principal. Nous, ce qui nous intéresse, c'est combien il y a de fantasmes déviants, son activité sexuelle déviante, etc. Et puis, si on prescrit des anti-androgènes, il est crucial d'obtenir un consentement écrit, éclairé du patient, et qu'il ait, dans tous les cas, achevé sa puberté osseuse, parce que ça la bloque. Et je crois qu'à peu près dans tous les pays dans le monde, le consentement éclairé est requis. En tout cas, on a beaucoup insisté là-dessus dans les recommandations internationales pour que ce soit mentionné et, si possible, suivi dans tous les pays du monde. Donc avant, je vous renvoie à mon rapport. Et donc, il y a un score de prescription des anti-androgènes qui prend en compte le fait que les victimes mineures soient masculines, comme quelque chose qui va pousser à la prescription d'anti-androgènes, des antécédents de lésions cérébrales qui peuvent constituer un facteur favorisant, la déviance sexuelle, alors ça sont les Canadiens qui ont écrit ça, donc eux ils la vérifient avec l'appelée sismographie, mais je vais vous en reparler, je vais essayer de faire très très vite, et l'échec d'un traitement antérieur. Alors ce traitement anti-androgène ne concerne que à peu près 10% des auteurs de violences sexuelles.
L'efficacité du traitement, les IRS, donc environ 70% des cas s'il n'y a pas de violence sexuelle, recul maximum de 1 an dans la littérature. Ils sont utilisés dans à peu près 25% des cas en France versus 45% en Amérique du Nord et 12% en Allemagne, en sachant qu'ils ont des programmes avec une surveillance beaucoup plus importante quand les sujets sont dans la nature, alors qu'en France, ils sont vraiment dans la nature, vraiment ambulatoires et vraiment livrés à eux-mêmes en dehors des soins qui leur sont effectués. Et donc, les anti-androgènes, on va donc associer l'androcure au début, l'efficacité de 80 à 90%. Il y a dans la littérature avec un maximum de recul de 8 ans, 6% de récidive. Avec les analogues de la GNRH, l'efficacité sur 160 cas publiés, elle est de 99% des cas, puisqu'on a seulement, dans une période courte d'observation, 2% de récidive, avec un maximum de recul de 7 à 10 ans. Je sais, je vais essayer d'aller très très vite. Leur fréquence d'utilisation en France est de 29% versus 30% aux États-Unis, versus 42 à 60% au Canada, donc c'est beaucoup plus fréquent, et 16% en Allemagne parce qu'il s'agit de centres de psychiatrie pénitentiaire, donc où les patients ne sont pas dans la population générale. Et donc ces données, elles proviennent d'un programme hospitalier de recherche qu'on a eu en collaboration avec les CRIAFS, et donc sont les toutes premières données qu'on a, le reste est en cours d'analyse statistique. La durée du traitement, c'est un vrai point d'interrogation. S'il y a une violence sexuelle, si on arrête le traitement, dans les études, dans les 160 cas qui ont été publiés, les fantasmes de violence sexuelle sont réapparus dans 99% des cas, dans les mois ou les années qui ont suivi l'interruption des androgènes. Donc on est vraiment dans un traitement suspensif qui ne modifie pas l'orientation sexuelle. Donc on suggère au minimum 3 à 5 ans et d'éviter l'arrêt brutal parce qu'il peut y avoir des rebonds de testostérone malencontreux. Est-ce qu'il y a des marqueurs pour faire très vite, mais vous trouverez le détail dans le rapport, la réponse est non. Et la plésismographie, c'est à peu près 50% de diminution des capacités érectiles sous traitement anti-androgène, alors même que l'efficacité est au rendez-vous. Donc en conclusion, la délinquance sexuelle, c'est quelque chose d'extrêmement hétérogène. Alors vous l'avez abordé via la délinquance sexuelle, c'est-à-dire via la partie judiciaire. Nous, on aimerait les voir en amont, c'est-à-dire avant. Alors pour ça, on demande depuis à peu près 10 à 15 ans un numéro vert anonyme et gratuit pour que les gens puissent demander de l'aide de façon anonyme et qu'on puisse ensuite les orienter vers les CRIAFS les plus proches ou les soignants les plus proches. Pour l'instant, on n'a pas eu de succès. J'espère que la conférence va y contribuer. On aimerait aussi que les adolescents puissent être pris en charge, en particulier ceux qui présentent des fantasmes pédophiles, parce que c'est quand même un bon indicateur d'une évolution ultérieure vers la pédophilie, de même ceux qui ont un comportement antisocial extrêmement grave, donc avec des prises en charge en thérapie cognitivo-comportementale. Et on a écrit avec d'autres partenaires internationaux des recommandations sur ce sujet. Et puis surtout, le dépistage le plus précoce possible et la prise en charge la meilleure possible des abus sexuels, puisque je le rappelle, 40% des auteurs d'agressions sexuelles ont été victimes d'abus sexuels. Merci beaucoup pour votre attention. Allez-y, venez vous asseoir, je vous en prie. Venez vous asseoir pour les questions, hein, allez-y. Hein. Ce sera plus agréable que vous vous asseyez pour les questions, je pense. Je vous en prie. Oui, peut-être une demande de précision. Vous nous avez dit que les anti-androgènes ne concernaient que 10% des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Et puis, un peu plus loin, dans une diapositive, fréquence d'utilisation d'anti-androgènes, 29% en France. C'est ce qu'on a observé. Et les 10% viennent d'une étude qu'on a faite il y a très longtemps. C'était au début de la loi de 98 où on avait repris une centaine dans la région Haute-Normandie où je travaillais à l'époque. On avait repris avec Annie Navarre, je crois, qui est dans la salle, les dossiers qu'on avait. Et sur 100 dossiers, on a observé qu'il y en avait 10 qui répondaient aux critères soit d'exhibitionnisme, soit de pédophilie. Seulement 10 sur 100 dossiers qu'on avait. D'où cette idée qu'à peu près 10% de la population, si on l'extrapole à l'ensemble, mais on n'a pas de données, comme vous l'avez dit, M. Langlade l'a dit tout à l'heure, si on l'extrapole, on a imaginé qu'à peu près 10% répondaient aux critères de pédophilie multirécidiviste ou de sadisme sexuel ou pour les traitements IRS, exhibitionnisme. Mais c'est vraiment une extrapolation qu'on a faite. Mais l'interprétation des 29%,
C'est un constat qu'on a fait. On a collecté, avec l'aide de l'ensemble des CRIAFS de France et d'autres collègues, les données sur 350 personnes qui sont auteurs d'agressions sexuelles. Et je vous livre simplement les tout premiers chiffres qu'on a eus, qui sont de 29%. Mais à peu près moitié en Androcur et moitié en analogue de la GNRH. Pas forcément tout le temps, mais à des moments particuliers de leur prise en charge. Et puis, une question très, très rapide. Dans votre rapport, vous évoquez le dosage de CPA qui est possible dans certains pays et pas en France. CPA injectable. Il est disponible partout dans le monde, Perros, mais injectable, il est en Allemagne, il est dans d'autres pays, mais en France, on n'a pas la forme injectable, ce qui fait qu'on ne contrôle pas bien l'observance. J'avais cru comprendre que c'était le dosage à des fins de surveillance. Alors les deux. C'est-à-dire que le dosage est disponible dans certains pays, je crois qu'il l'est en Allemagne. En France, on a demandé moult fois au laboratoire. C'est un trop petit marché, donc ils ne veulent pas développer le dosage en France. Donc ça n'est qu'une question de marché et... D'accord. Merci. Alors, s'il n'y avait pas d'autres questions dans la commission... Et juste pour compléter, le dosage de testostérone est très inconstamment abaissé avec l'acétate de cyprotérone. Donc, ce n'est pas un bon marqueur. Il faut vraiment doser le médicament si on voulait vraiment être parfait en termes de... Cordier, une question. Est-ce qu'on a une notion des demandes de ces traitements par des personnes qui n'ont pas été poursuivies? Est-ce qu'il y a une nouvelle demande de coupe-fin sexuelle? Parce que j'en ai entendu parler. Est-ce que vous avez cette notion? Oui. Alors, on n'a pas de chiffres précis, mais heureusement, on en voit quelques-uns qui viennent avant le passage à l'acte, parce que ça devient très, très problématique. J'ai vu, par exemple, la semaine dernière, un patient qui a une démence frontotemporale, qui est venu spontanément, une démence tout à fait débutante, et qui m'a dit, là, il faut vraiment faire quelque chose, parce que je fais des propositions à tout le monde, et je crois que je vais passer à l'acte. Donc, on en voit quelques-uns. Il y avait une question encore à la commission d'audition. Oui, comment évaluez-vous les sujets qui, sous Androcur, prennent de la testostérone comme ça, qu'ils achètent au marché noir? C'est rare, extrêmement rare. Moi, je veux dire que je n'ai pas été confrontée dans ma pratique. C'est assez peu cité dans la littérature. Il y a juste un papier qui date des années 2000 et quelques sur des meurtriers délinquants sexuels qui dit qu'il y a à peu près eu... là, avec la castration chirurgicale, 10% de récidive, et qu'en général, ces 10% de récidive, c'était observé chez les gens qui avaient consommé de la testostérone exogène. Mais on n'a pas vraiment de données. La façon est simple, c'est qu'à l'improviste, vous faites un dosage de testostérone. Si elle n'est pas proche de 0, c'est qu'il y a un problème. Ah non, je parle sous analogue de la GNRH. Sous Androcur, il n'y a pas de contrôle d'observance possible, puisqu'on n'a pas le dosage du médicament, et la testostérone est parfois un peu abaissée, mais pas forcément. C'est très inconstant. Donc, il n'y a aucun moyen de vérifier l'observance. C'est pour ça que je signale toujours qu'il faut vraiment être certain de l'observance. Donc, si c'est un délinquant sexuel avec un retard mental dans une institution, il y a une infirmière qui lui donne le traitement, etc., on peut faire, parce que c'est beaucoup plus souple. C'est-à-dire qu'à 100 mg, on n'a pas le même dosage d'inhibition sexuelle qu'à 200. Avec les analogues de la GNRH, si vous fassiez un quart d'ampoule, une demi ou une ampoule, c'est un effet tout ou rien. Ça bloque, ça désensibilise, il n'y a plus de testostérone. Donc, vous ne pouvez pas le moduler. Ça, c'est un vrai souci avec les analogues de la GNRH. Il y a une question dans le public. Ah, pardon. Oui, allez-y. Oui, merci. Pierre Delplat, Toulouse. Alors, excusez-moi de revenir au judiciaire, mais depuis 2010, je crois, il est posé la question à l'expert en post-sententiel de se prononcer sur l'indication ou pas d'un tel traitement, dit inhibiteur de la libido, dans un certain nombre d'infractions, dont la loi donne la liste. Alors, outre le fait que c'est une première en matière d'expertise, puisque l'expert ne doit se prononcer en théorie que sur le principe d'un traitement et pas sur ses modalités, je doute fort de la compétence de la plupart des experts, y compris de la mienne d'ailleurs, je le confesse, en la matière. Alors, la question que je vous pose, et puis j'ai une remarque en suivant, est la suivante. Est-ce que, et je la pose aux juges en même temps, parce qu'ils peuvent peut-être nous indiquer qu'est-ce qu'ils font de nos réponses expertales. Est-ce que vous avez beaucoup d'indications thérapeutiques qui, finalement, ont été proposées via l'expertise? Et en avez-vous la notion? Peut-être n'avez-vous pas l'information. Et la remarque que je voulais faire, c'est qu'en tant que médecin coordonnateur depuis plus de 10 ans, avec un très grand nombre de dossiers, je suis extrêmement surpris de ce chiffre de 29%. Extrêmement surpris. Si j'ai eu
5, 6 condamnés sous traitement inhibiteur de la libido sur peut-être 150 que j'ai suivis ou que je suis encore, c'est le maximum. Alors, à Toulouse, peut-être qu'ailleurs c'est différent. Pour répondre sur le chiffre, en fait, il y a un biais de recrutement, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il soit sous traitement pharmacologique. Donc on a recruté après, dans un deuxième temps, des gens qui ne l'étaient pas, mais au départ, pour la première sélection, c'était sous traitement pharmacologique, parce que l'idée, c'était d'avoir un peu un aperçu de ce qui était sous traitement pharmacologique et comment ils le toléraient. Donc il y a un vrai biais de recrutement, je suis d'accord avec vous. Pour répondre à la deuxième question, on en reçoit de temps en temps. Et c'est pas toujours facile parce que j'ai plutôt tendance à sous-prescrire des antiandrogènes. Et quelquefois, je suis très gênée parce que je vois dans le compte-rendu d'expertise indication d'un traitement anti-androgène. Et je me dis, je l'aurais pas fait si j'avais la liberté de choisir. Et qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire, est-ce que je suis condamnée à le prescrire parce que c'est écrit dans l'expertise? Ou est-ce que j'ai une marge de manœuvre et que je peux expliquer pourquoi je pense que c'est pas indiqué? C'est vrai que c'est pas simple. Et c'est mieux pour nous quand on a une liberté de choix, je dirais, pour le thérapeute. Alors, une question dans Oui, on le... l'a, mais si le patient récidive et que vous avez dans l'expertise le traitement antiandrogène est obligatoire et que vous S'il vous pensez plaît. qu'il ne faut pas, Pour les c'est un peu questions, compliqué, vraiment, hein. je vous remercie de respecter l'ordre. Il y a un passage de micro. Merci. Donc, Jean-Michel Pasquier, psychiatre, je travaille en SMPR et sur une unité de consultation ambulatoire pour auteurs de violences sexuelles. Cette question posée dans l'expertise me pose aussi beaucoup de problèmes en pratique, puisque élève de Florence Thibault, à une autre époque, je connais assez bien les indications, l'envahissement fantasmatique qui est nécessaire à la prescription de ces traitements. Et bien souvent, je me retrouve exposé à des dilemmes déontologiques et éthiques vis-à-vis de mes patients, où, sur prétexte que les patients sont récidivistes, on voudrait leur imposer, et l'expertise va dans ce sens-là parfois, avec cette question posée, le fait que le traitement devrait être mis en place. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, j'estime que déontologiquement, le prescripteur doit rester libre de ses prescriptions, libre de ses choix, et pas tomber sur des choses qui sont médicalement suspectes, puisque la récidive n'implique pas forcément l'envahissement fantasmatique. Et puis, éthiquement aussi, je me pose des questions, parce que certains juges d'application des peines voudraient qu'on commence les traitements bien avant la sortie, c'est en vue d'aménagement de peine, de permission, sur des sujets où, pour parfois, c'est pareil inévitable de le faire, pour d'autres, c'est beaucoup plus contestable, surtout quand on sait qu'à la sortie, on va devoir gérer ces patients dans des suivis très longs, et le risque sur le capital osseux n'est pas négligeable non plus pour ces patients. Donc voilà, il y a vraiment un double problème éthique et déontologique vis-à-vis de cette question posée et de la manière pourquoi un expert pourrait imposer à un de ses confrères un traitement indirectement par une expertise les médications à suivre après l'expertise ou avant la sortie. Alors, juste avant de vous laisser la parole, je laisse une dernière question et comme ça, je vous laisserai répondre sur le tout pour cloturer ces échanges. Oui, donc toujours Sabine Boucher-Mage, psychiatre à Lyon. Quelle est votre position par rapport à des demandes qu'on a régulièrement chez des mineurs ou chez des jeunes qui sont placés en institut médico-éducatif, qui peuvent avoir des débordements pulsionnels qui ne sont pas forcément de nature paraphile, en tous les cas pour lesquels on n'a pas forcément les moyens d'avoir une évaluation de ce fantasme et pour lesquels il y a une pression, on peut le dire, par rapport à la question du traitement. Alors, j'ai absolument rien à ajouter à la remarque de Jean-Michel, je crois qu'il a parfaitement résumé la situation. Pour répondre à la question de Sabine Mouchet-Magès, donc c'est une double question, parce qu'en fait, j'imagine que vous faites référence à ceux qui ont un retard mental. Ou pas seulement. Parce qu'il y a deux cas de figure. Il y a ceux qui ont un retard mental et pour lesquels il y a débordement pulsionnel, ça pose des problèmes dans l'institution, ils sont passés à l'acte plusieurs fois, etc. On n'arrive pas à entamer une psychothérapie parce qu'ils ne sont pas du tout accessibles, ils ne comprennent pas de quoi il s'agit. Les IRS ne fonctionnent pas et on peut être amené dans ces cas-là à utiliser l'acétate de cyproterone qui va avoir deux effets, l'effet anti-agressif, que n'a pas forcément l'analogue du GnRH, plus l'effet anti-libido. Maintenant, pour ceux qui sont accessibles à une psychothérapie, il est évident que chez un adolescent qui n'a pas achevé sa croissance osseuse,
et ils l'achèvent pas forcément avant 13, 14, 15 ans, 14 ans peut-être maintenant. La puberté moyenne chez le garçon, aux alentours de 13-14 ans. Et donc, dans ces cas-là, la première ligne thérapeutique, c'est la thérapie, la psychothérapie au sens large du terme, et puis certaines thérapies comportementales, et puis, et surtout, travailler sur l'abus sexuel s'il y en a eu un. Ça, c'est vraiment la première chose à mettre en place chez un adolescent. Puis après, si on n'y arrive pas, il y a les IRS. Puis après, il vieillit un peu, puis on voit qu'il s'oriente vers une carrière plus compliquée de sadique sexuel ou de pédophile. On peut éventuellement penser aux anti-androgènes, mais là, on est déjà loin de l'adolescence, on va dire. Voilà. Merci pour ces échanges. Je suis contrainte de clôturer pour que la commission se retire. S'il vous plaît, attendez un petit peu. Alors d'abord la commission, comme hier, pour les départs, je vais vous demander de rester dans la salle. La commission s'en va afin d'éviter tous les échanges possibles. Et ensuite, le public pourra, les experts bien sûr, pourront quitter la salle. Nous D'abord, avons la pris un commission peu de temps. On va vous demander d'être encore plus rapide.